Je vais lire le chapitre intitulé « Nourriture, toujours affamé ». Dans ses mémoires sur ses années de pensionnat à l'école Mount Elgin, dans le sud de l'Ontario au début du 20e siècle, Ines Montour écrit que les garçons étaient toujours affamés. Chaque conversation commençait et se terminait par la nourriture. D'après Eleanor Brass, les repas au pensionnat de File Hills en Saskatchewan consistaient essentiellement en de la soupe très liquide sans aucune saveur. Jamais nous ne mangions de viande. Un hiver en particulier, elle a eu l'impression de manger du poisson tous les jours. Par beau temps, les garçons attrapaient des spermophiles et des écureuils et les faisaient griller sur des feux de camp pour compléter leur maigre alimentation. Parfois, ils partageaient ces petits plaisirs avec les filles de l'école. Mary John, qui a fréquenté le pensionnat de Fraser Lake en Colombie-Britannique, se rappelle que les repas étaient monotones et sans saveur. Une alimentation continuellement composée de gruau en alternance avec de l'orge et des haricots bouillis et du pain recouvert de lard. Il pouvait s'écouler des semaines sans qu'on leur serve du poisson ou de la viande. Le sucre et la confiture étaient réservés pour les occasions spéciales. Un ancien élève du pensionnat de Hay River dans les territoires du Nord-Ouest se rappelle que pendant les années ayant suivi la Première Guerre mondiale, je le cite, « Je n'ai pas vu de confiture entre le moment où je suis débarqué du bateau et le moment où j'ai rembarqué sur le bateau pour revenir chez moi. » Un autre élève du même pensionnat se souvient d'une alimentation constamment composée de poissons. Il le faisait bouillir très longtemps jusqu'à ce que la viande se détache d'elle-même. Les os et les écailles flottaient dans le bouillon, puis il mettait de la farine. C'est ce qu'il nous servait. Je n'utilise même pas de farine pour mes chiens parce qu'elle n'a pratiquement rien de bon. Les rapports des inspecteurs du gouvernement confirment ces souvenirs relatés par les élèves. Un rapport de 1895 sur l'inspection du pensionnat de Middle Church énonce la conclusion suivante, je cite, « Le menu est simple mais suffisant. » Fin de la citation. On est dit que le menu est à peine suffisant pour les élèves plus âgés qui ont aujourd'hui entre 15 et 18 ans, qui ont un appétit plus grand que celui qu'ils auront plus tard. En 1918, l'agent des Indiens, John Smith, après avoir inspecté le pensionnat de Kamloops, on cite, soupçonne que les aliments nutritifs servis aux enfants, pour peu qu'il y en ait, sont insuffisants pour assurer convenablement la vitalité d'enfants vigoureux en pleine croissance. Fin de la citation. Un médecin local confirme cette conclusion, écrivant que, depuis quelques mois, la nourriture est insuffisante pour satisfaire les besoins des enfants. Au sujet de certaines évaluations positives, Martin Benson, haut représentant des affaires indiennes, met en doute leur exactitude. Il écrit « Dans presque tous les cas, lorsque les repas sont mentionnés par les inspecteurs, ceux-ci affirment qu'ils sont bien préparés. Je doute beaucoup que les inspecteurs aient jamais mangé un repas réglementaire complet offert par un pensionnat composé de pain et de soupe liquide, ou de bœuf et de patates bouillies. » Fin de la citation. De l'avis de Benson, le menu est des plus monotones et ne laisse aucune place à des saveurs particulières ou à une variété dans les aliments. Lorsque le gouvernement a sabré le financement des pensionnats pendant la Grande Dépression des années 1930, ce sont les élèves qui en ont payé le prix à bien des égards. À la fin des années 1930, on a découvert que la cuisinière de l'école presbytérienne de Kenora vendait du pain aux élèves à un coût de 10 cents la miche. Lorsqu'on lui a demandé si les enfants avaient suffisamment à manger au repas, elle a répondu « Oui, mais ils étaient constamment affamés. » L'agent des Indiens a ordonné que cette pratique cesse. Le fait que les élèves affamés en soient réduits à devoir acheter du pain pour compléter leur repas en 1939 est révélateur de l'échec du gouvernement à fournir aux pensionnats les ressources nécessaires pour nourrir les élèves convenablement. Dans de nombreux pensionnats, il y avait une pénurie constante de lait, en partie en raison de la petite taille des troupeaux de vaches laitières et de leur mauvais état de santé. Encore en 1937, la maladie qui sévissait dans le troupeau de vaches au pensionnat de Kamloops faisait diminuer la production de lait de moitié. À la grande frustration du directeur,
Ottawa refusait de financer la construction d'une étable supplémentaire qui aurait permis d'accroître la production de lait et d'isoler les vaches malades. Même lorsque les vaches laitières produisaient une quantité satisfaisante de lait, les élèves n'étaient pas toujours ceux qui en bénéficiaient le plus. Souvent, le lait était divisé et c'était le lait écrémé qui était servi aux enfants. Le gras du lait était transformé en beurre et en crème, qui était fréquemment vendu et représentait une source de revenus pour les pensionnats. En 1925, l'inspecteur Murison fait remarquer que les vaches du pensionnat d'Elkhorn, au Manitoba, produisaient suffisamment de lait pour subvenir aux besoins du pensionnat, mais que les élèves n'étaient pas ceux qui en bénéficiaient pleinement, puisque j'ai découvert, écrit-il, que le pensionnat produisait approximativement 30 livres de beurre par semaine et que le lait servi aux enfants était en grande partie du lait écrémé, qui n'a pas beaucoup de valeur nutritive. Fin de la citation. En 1942, le gouvernement fédéral publie les règles alimentaires officielles du Canada, précurseurs du Guide alimentaire canadien. Les inspecteurs ont rapidement constaté que l'alimentation des élèves dans les pensionnats était loin de respecter les règles alimentaires. Le docteur L. B. Pett, à la tête de la division de l'hygiène alimentaire du gouvernement fédéral, conclut en 1947, sur la foi des inspections réalisées par son personnel, qu'aucun pensionnat n'a de félicitations à recevoir concernant l'alimentation des élèves. Ce n'est que vers la fin des années 1950 que le gouvernement fédéral a adopté une politique prévoyant le versement d'une allocation alimentaire aux pensionnats qui était calculée afin d'offrir un régime alimentaire considéré pleinement adéquat sur le plan nutritif. Même avec ce financement accru, toutefois, les pensionnats peinaient toujours à offrir des repas convenables aux élèves. Un rapport d'un diététicien en 1966 sur le pensionnat de Yukon Hall à Whitehorse fait état que, bien que les exigences du Guide alimentaire canadien soient respectées, et cite, « l'appétit des élèves de ce groupe d'âge fait en sorte que le personnel a de la difficulté à tous les nourrir avec une allocation quotidienne de 66 sous par élève. » Fin de la citation. En 1969, un responsable du pensionnat de Coudert Hall à Whitehorse écrit « L'allocation de 80 cents versée par élève pour la nourriture est insuffisante. Dans le Nord, les prix sont très élevés. En guise de solution à ce problème, les pensionnats devaient parfois acheter moins de viande et servir des produits de macaroni. Une inspection du pensionnat de Dauphin au Manitoba, réalisée en novembre 1970, permet de constater que le menu ne semble pas respecter la recommandation de 2 portions de fruits par jour. Dans leur communauté d'origine, nombreux étaient les élèves qui avaient été élevés avec la nourriture que leurs parents chassaient, pêchaient ou cultivaient. Ces repas étaient très différents des mets européens servis dans les pensionnats. Ce changement dans leur alimentation ajoutait au sentiment de désorientation des élèves. Pour Daisy Diamond, la nourriture au pensionnat était inconnue et indigeste. Lorsque j'étais au pensionnat de Shingwauk, la nourriture n'avait pas très bon goût, parce que nous n'avions pas notre nourriture traditionnelle là-bas, notre viande d'orignal, notre bannique et nos petits fruits. Dora Fraser, qui fréquentait un pensionnat à l'est de l'Arctique, trouvait difficile de s'adapter à la nourriture servie au gîte. Je la cite, « On mangeait de la nourriture en conserve, des haricots, des pois, des haricots rouges. La nourriture était terrible. » Fin de la citation. Même lorsque des mets traditionnels étaient préparés, les cuisiniers du pensionnat les cuisinaient d'une façon qui n'était ni familière ni appétissante pour les élèves. Ellen Okima, du pensionnat de Fort Albany en Ontario, garde de vifs souvenirs des mets de poisson mal cuisinés servis dans les pensionnats. Le cuisinier du pensionnat se contentait de mettre le poisson dans l'eau et de le faire bouillir comme ça, tout simplement, sans le vider avant. Fin de la citation. Bernard Catchaway se rappelle que dans les années 1960, au pensionnat de Pine Creek, au Manitoba, on devait manger tout ce qui était dans notre assiette, même si on n'aimait pas cela. J'ai souvent vu d'autres élèves vomir, puis être forcés de manger leur vomi, leur propre vomi.
Bernard Sutherland se souvient que les élèves au pensionnat de Fort Albany étaient forcés de manger la nourriture qu'ils avaient vomi. J'ai vu de mes yeux les enfants manger leur vomi. Lorsqu'ils étaient malades, ils vomissaient pendant qu'ils mangeaient leur vomi. C'est ce genre de mauvais traitement qui a mené, en 1999, au verdict de culpabilité d'Anna Wesley, une ancienne employée du pensionnat de Fort Albany, relativement à 3 chefs d'accusation pour avoir administré une substance nocive. Certains pensionnats acceptaient les mets traditionnels. Simon Awashish se souvient qu'il avait le droit de trapper pour manger lorsqu'il était au pensionnat d'Amos, au Québec. Lorsqu'on rapportait des lièvres, j'ouvre la citation, on nous demandait s'il y avait des membres de notre nation qui venaient travailler dans la cuisine et on leur demandait de faire cuire des lièvres pour nous à la manière traditionnelle, des Atikamekw, afin que nous gardions une sorte de lien avec les mets traditionnels que nous avions avant d'être séparés de notre communauté. Fin de la citation. Les élèves qui ont relaté avoir souffert de la faim ont également parlé de leurs efforts secrets pour manger davantage. Woody Elias se rappelle qu'il était toujours affamé lorsqu'il était au pensionnat anglican d'Aklavik. Parfois, on faisait une tournée dans la cave. Il ne venait pas me dire que c'était du vol, c'était notre nourriture. Lorsque Dorothy Noley aidait à la cuisine du pensionnat d'Alert Bay, elle et ses camarades mangeaient du pain pendant qu'ils le coupaient. Les enfants venaient me voir pour avoir du pain et je leur en donnais en cachette. Au pensionnat de Moose Factory en Ontario, Nellie Trapper se rappelle que les élèves avaient l'habitude de voler de la nourriture, du beurre d'arachide, tout ce qui était en train de cuire dans une marmite. Il y avait de gros pots dans la cuisine. Je me rappelle avoir pris des figues dans l'un de ces pots. Les plaintes concernant la nourriture peu variée, mal préparée et monotone prennent tout leur sens lorsque l'on sait que dans plusieurs pensionnats, les élèves savaient que les membres du personnel mangeaient beaucoup mieux qu'eux. Au pensionnat où elle se trouvait en Saskatchewan, Inès Dieter affirme que les membres du personnel mangeaient comme des rois et des reines. À l'instar de nombreux élèves, elle mentionne qu'elle saisissait toute occasion de travailler dans la salle à manger du personnel pour manger les restes. Je volais des restes et les mangeais, et je me sentais vraiment bien. Gladys Prince se rappelle qu'au pensionnat de Sandy Bar au Manitoba, les prêtres mangeaient des pommes et nous, des plures. C'est ce qu'ils nous donnaient à manger. On ne mangeait jamais de pain. Ils étaient avares de leur nourriture, de leur pain. Lorsque Frances Tate a dû aller travailler dans la salle à manger du personnel, elle a cru qu'elle était morte et montée au ciel parce que même leur reste était meilleur que ce que l'on nous servait. Hazel Bitternose, qui a fréquenté les pensionnats de Lestock et de Capel, affirme qu'elle aimait travailler dans la salle à manger des prêtres. Je la cite, « Ils avaient de la bonne nourriture et j'avais l'habitude de piger ici et là furtivement et c'est comme ça que j'arrivais à bien manger. C'est la raison pour laquelle j'aimais travailler là. » Le gouvernement fédéral avait décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas verser suffisamment de fonds aux pensionnats pour faire en sorte que les cuisines et les salles à manger soient convenablement équipées, que les cuisiniers reçoivent la formation requise et, plus important encore, que la nourriture achetée soit en quantité et de qualité suffisante pour des enfants en pleine croissance. C'est une décision qui a rendu des milliers d'enfants autochtones vulnérables à la maladie.